À ce qui concerne maintenant la crise de confiance entre le CNT et le gouvernement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de crise de confiance. Hein. Nous avons évalué un gouvernement, c'est tout à fait légitime, parce que nous avons un premier ministre politique qui, on sait, c'est quelqu'un de très, qui est vraiment quelqu'un de très bavard, il faut le dire. Il fallait lui laisser le temps de voir, de savoir concrètement qu'est-ce qu'il vaut. Nous avons attendu ce temps-là, et maintenant, parce que le CNT a un rôle de veille, si toutefois on devait tout le temps les demander, ah voilà, ils allaient dire que le CNT nous empêche de travail. Il fallait les laisser le temps. Nous avons laissé largement le temps au gouvernement de travail, et à l'instant T, nous avons dit, bon maintenant ça suffit, venez dire au peuple malien ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que le peuple est témoin de ce qu'ils ont vu, le peuple est témoin des questions que nous avons posées au gouvernement, et le peuple aussi est témoin des réponses données par le gouvernement. Je pense qu'à partir de là, le débat est clos. Nous savons tous que ce gouvernement a besoin d'un nouveau souffle. Maintenant, quitte à toucher au chef de gouvernement, franchement, c'est pas de mon ressort. C'est le président de la transition qui a nommé le chef de gouvernement. S'il doit l'enlever, il le fera aussi. Mais il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame, qu'on prenne la tête, qu'on mette la tête du chef de gouvernement sur les dossiers de la CEDEAO, ou dire que non, bon, la CEDEAO veut la tête du chef de gouvernement. Non, moi je pense que c'est un débat, il faut sortir de ça et puis il faut être clair. Docteur Maïga, bonsoir et bienvenue. Merci M. Dissa, bonsoir et je salue mes co-débatteurs. Merci et bonsoir aux Maliens qui nous regardent à travers Africa Bleu. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour une fois, nous voyons que les Maliens vraiment attendaient une levée de ces sanctions. Alors, quelle explication avez-vous? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de sommets, il y a eu beaucoup de rencontres, mais pour une fois, depuis une semaine avant, tout le monde s'attendait à ça, tout le monde voulait. Oui, bien sûr, parce qu'au début des sanctions, il y avait une tension entre les chefs d'État de la CEDEAO et les autorités maliennes. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, au fil du temps, des mois, cette tension avait baissé. Et du coup, ils ont annoncé un sommet extraordinaire avec le dossier du Mali et bien entendu deux autres pays, la Guinée et le Burkina Faso. Et de surcroît, ils avaient aussi convoqué un autre sommet de l'UEMOA. Donc les gens espéraient que c'était pour lever non seulement les sanctions économiques qui englobent les sanctions commerciales et aussi les sanctions financières que certains appellent monétaires avec l'UEMOA. Donc on était tous prêts pour ça et véritablement nous avons vu aussi que le service des autorités douanières du Mali ont fait aussi un communiqué pour demander à leurs collègues d'être prudents au niveau des frontières. Donc tout ça a montré que les discussions étaient sur une bonne base et peut-être qu'on allait voir une levée des sanctions. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui, j'écoutais le ministre des Affaires étrangères avant de venir sur ce plateau, qui expliquait un peu, qui a d'ailleurs félicité l'exposé du médiateur Goodluck Jonathan, et aussi qui a dit, bon, il y a eu quelques réglages, quelques détails qui ont manqué, et au fil des 30 jours qui restent, ils vont essayer de peaufiner tout ça, afin qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Parce que le Mali a proposé un chronogramme de 24 mois de façon globale. Les chefs d'État ont demandé un chronogramme détaillé et précis. Le Mali va travailler sur les 30 jours à venir afin de mettre un chronogramme bien détaillé à la disposition des chefs d'État et qui, à partir de là, peuvent juger. Maintenant, dans les coulisses, on avait entendu qu'il n'y avait que 3 chefs d'État qui se sont opposés à la levée des sanctions. Vrai ou pas, on ne le saura peut-être jamais. Mais de ce que nous avons entendu, si cela est vrai, le Niger, le Ghana et le Nigeria, bon, je pense que le Mali a encore 30 jours pour rapprocher encore ces pays, discuter avec ces pays pour sortir rapidement de cette situation. Parce que autant le Mali souffre, je l'ai dit tantôt, autant les autres aussi pays des membres de la CEDEAO souffrent. Mais pour nous, l'essentiel c'est de sortir de ça pour le bien-être de nos populations. Si les autres souffrent, franchement, c'est leur problème. Ils ont d'autres choses à faire. Nous aussi, nous devrons nous occuper de nos populations. Nos populations ont longtemps attendu. C'est le lieu de les féliciter, c'est le lieu de les remercier et c'est le lieu de leur exprimer toute notre profonde gratitude pour leur capacité de résilience. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il est bon que le gouvernement aussi aille rapidement vers les négociations, que le gouvernement prépare rapidement un chronogramme détaillé pour qu'on puisse lever ces sanctions pour le bien-être de nos populations. Et au regard de ces 3 décisions prises à Accra hier, peut-on parler de bonne foi de la CEDEAO? Alors, bonne foi, c'est un peu compliqué. Je pense que je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Je pense qu'ils auraient pu lever les sanctions.
ils auraient vraiment pu discuter un peu et lever les sanctions. Même s'il fallait prolonger encore les discussions, mais nous avons tout simplement vu qu'ils se sont dit, bon, écoutez, c'est pas notre problème, c'est l'affaire d'un autre pays. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour lever les sanctions. Bonne foi ou mauvaise foi, je ne saurais le préciser. D'accord. Alors, qu'avons-nous à faire maintenant et désormais? Je crois qu'il faut toujours négocier. Vous savez, dans les négociations, il faut toujours être prêt pour négocier. Et ne jamais négocier sans être prêt. Le Mali n'était pas prêt à un moment donné pour négocier. Nous avons attendu le bon moment pour être prêts. Et maintenant que nous sommes prêts, nous sommes en train de négocier. Et c'est pourquoi vous avez vu que le gouvernement même a félicité l'exposé du médiateur de la CEDEAO. Nous avons un agenda, les autorités militaires avaient une vision et il fallait forcément aller vers ça. Et tout de suite, à la lumière du 9 janvier, si on avait voulu aller tout de suite vers ça, je pense qu'on n'en serait pas là parce qu'on allait négocier en position de faiblesse. Il fallait aussi garder cet esprit cette dynamique de souveraineté et aussi proposer un laps de temps et se dire que oui, nous pouvons aussi résister. Je pense que nous l'avons fait et pas que nous l'avons fait, mais c'est surtout parce que notre population a su résister et la population a su s'aligner derrière les autorités de la transition. Et maintenant, nous sommes prêts à négocier, nous sommes dans les négociations et je pense que nous devrons encore œuvrer davantage dans ce schéma-là. Maintenant, à ce qui concerne maintenant la crise de confiance entre le CNT et le gouvernement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de crise de confiance. Nous avons évalué un gouvernement, c'est tout à fait légitime, parce que nous avons un premier ministre politique qui, on sait, c'est quelqu'un de très, qui est vraiment quelqu'un de très bavard, il faut le dire. Il fallait lui laisser le temps de savoir concrètement qu'est-ce qu'il vaut. Nous avons attendu ce temps-là et maintenant, parce que le CNT a un rôle de veille, si toutefois on devait tout le temps les demander, ah voilà, ils allaient dire que le CNT nous empêche de travailler. Il fallait les laisser le temps. Nous avons laissé largement le temps au gouvernement de travailler et à l'instant T, nous avons dit, bon maintenant ça suffit, venez dire au peuple malien ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que le peuple est témoin de ce qu'ils ont vu, le peuple est témoin des questions que nous avons posées au gouvernement et le peuple aussi est témoin des réponses données par le gouvernement. Je pense qu'à partir de là, le débat est clos. Nous savons tous que ce gouvernement a besoin d'un nouveau souffle. Maintenant, quitte à toucher au chef de gouvernement, franchement, c'est pas de mon ressort. C'est le président de la transition qui a nommé le chef de gouvernement. S'il doit l'enlever, il le fera aussi. Mais il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame, qu'on prenne la tête, qu'on mette la tête du chef de gouvernement sur les dossiers de la CEDEAO ou dire que non, bon, la CEDEAO veut la tête du chef de gouvernement. Non, moi je pense que c'est un débat, il faut sortir de ça et puis il faut être clair. Est-ce que la CEDEAO même a une fois dit ça? Jamais. En tout cas, nous on n'a jamais entendu ça. Mais depuis qu'à un certain moment on entend ça. Et ça, ce que nous craignons, les jours où, peut-être, je le dis, les jours où le président de la transition va vouloir dire que bon, vraiment chef de gouvernement, vous avez réussi votre mission, vous avez fait votre mission, vous avez fait de votre mieux, je veux un nouveau chef de gouvernement. Ils diront que ah, il a accepté tout ce que la CEDEAO lui a dit. C'est là où ça devient dangereux. C'est pourquoi il faut dissocier notre politique interne vis-à-vis d'un homme et notre politique étrangère vis-à-vis vraiment des autres pays de la CEDEAO. Donc moi je pense que pour revenir un peu dans le débat, il faut continuer à négocier avec la CEDEAO. Le Mali est un pays souverain, quoi qu'on dise. Nous avons nos moyens, nous avons notre politique, nous avons attendu ce moment juste pour dire que bon, nous estimons que sur les 5 ans que nous vous avons proposés, nous pouvons venir à 2 ans. C'est les 2 ans qui ont été proposés par le médiateur de la CEDEAO. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères ce soir dans son communiqué n'a pas dit si ces 24 mois sont acceptés ou pas, mais en tout cas, il a quand même rassuré que ces 24 mois ont été accueillis vraiment de façon favorable. Est-ce à dire qu'ils ont accepté? Est-ce à dire qu'ils veulent dire qu'il faut qu'on diminue ou qu'on revienne voilà, à des mois un peu plus bas? Ça, je ne saurais le dire, mais je suis sûr que dans les jours à venir, nous pourrons avoir d'amples informations par rapport à ça. À ce qui concerne le fait que les gens étaient beaucoup plus motivés du fait qu'on allait peut-être lever l'embargo, c'est parce que il y a aussi le président Macky Sall, qui est aujourd'hui le patron de l'Union africaine, qui avait aussi dans ses propos dit que vraiment que les négociations ne sont pas loin et qu'un délai entre 24, 18 20 et 20 mois était vraiment acceptable. Donc tout ça, c'était des indicateurs pour nous autres amateurs de ce domaine-là, de penser que voilà, on n'est pas au secret des négociations, mais on se disait que certainement ça allait aboutir à quelque chose. Ça n'a pas abouti, ce n'est que partie remise. C'est encore aux autorités de la transition d'augmenter encore et
et d'accentuer encore davantage les négociations et le travail. Au peuple malien encore d'être encore intelligent vis-à-vis des autorités et de continuer encore à nous appuyer et de continuer encore à rester mobilisés, parce que la tentative de déstabilisation de la CEDEAO a commencé depuis le 9 janvier. Ça n'a pas donné, c'est vrai que nous sommes fautifs, nous avons dit que nous pouvons finir la transition en 18 mois, il y a le respect, il y a la valeur, le respect de la parole donnée, mais il y a des facteurs qui ont fait que nous n'avons pas pu accepter cela. Cela n'était pas aussi une raison pour la CEDEAO de nous incriminer injustement à travers des sanctions inhumaines, comme le frère Djiré a eu à le dire. Donc moi je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons jamais été aussi proches des négociations qu'hier, et je pense véritablement en âme et en conscience que le mois prochain, surtout dans quelques jours, nous allons nous comprendre et cette histoire de CEDEAO ne sera qu'un mauvais souvenir pour le peuple malien. Je voulais dire à mon aîné Babarou Bokoum, je lui demande, je rappelle un peu l'histoire. Hein. En 2012, qu'est-ce que le parti Sadi a dit à la CEDEAO sur ce que la CEDEAO fait, sur les instruments de la CEDEAO? Je pense que ce n'est caché de personne. Ils ont même attaqué une décision de la CEDEAO. Et c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il ait le courage de nous dire au moins que ces sanctions sont illégitimes. Mais moi, j'ai déjà dépassé ça. Et j'ai dit que ce sont des sanctions illégitimes. Mais je pense aujourd'hui que vous avez demandé la solution. J'ai dit de négocier pour le bien-être des Maliens. Maintenant, je pense que il est un peu énervé, mais il faut que les gens comprennent un peu le rôle du CNT. C'est le cas Étienne, qui est d'ailleurs un frère et un ami à moi, que je salue ici sur ce plateau. Le dossier Étienne, Boubé, ou même d'autres dossiers des hommes politiques, ce sont des dossiers qui sont pendants devant la justice. Et il faut tenir compte de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous, on ne peut pas interpeller un ministre du moment où un dossier est entre les mains d'un procureur ou d'un juge d'instruction. Je vous l'ai dit. J'ai dit un dossier est entre les mains d'un juge d'instruction ou d'un procureur. À partir de là, on ne peut pas le faire. La loi ne nous autorise pas à le faire. Soit si on le fait, ça sera peut-être faire du trafic d'influence sur un dossier. Les cas que vous avez vu, le cas Kaoujim, parce qu'il est du Conseil national de transition, parce que la loi nous autorisait aussi à nous impliquer du dossier d'Issa Kaoujim. Voilà pourquoi nous avons réagi. Si nous devrons nous occuper de tous les dossiers de justice, je pense qu'on ne s'en sortira pas. C'est pourquoi la loi que vous avez voté à l'époque d'ailleurs a décidé de séparer les pouvoirs et de ne pas permettre à l'Assemblée nationale de se mêler des décisions de justice compte tenu de la séparation des pouvoirs. Point. On ne peut pas le faire, c'est pas possible. Ok. Mais il faut qu'on parle voilà, du M5 RFP. Voilà. Alors, 2 ans, le bilan. Bon, M5 ou M5 encore, peut-être que Babarou Bokoum est encore du M5. Moi, je ne le suis plus, franchement, depuis très longtemps. Avant d'entamer cette deuxième partie, je voulais aussi féliciter les autorités de la transition pour la pose des premières pierres des 2 unités industrielles, l'usine de lithium de Bouni et aussi l'usine de cimenterie, qui sont des initiatives, bien entendu, à encourager. Alors, le NSM, franchement, ce que j'ai vu, je pense que c'est plutôt des tapages politiques qu'un clan est en train d'entreprendre plutôt que la pacification du climat social, ou autrement dit des gens ou autrement dit pérenniser la lutte héroïque et patriotique du M5 RFP. Parce que on ne peut pas parler aujourd'hui du M5 RFP sans pour autant faire quoi que l'on dise à l'imam Diko ou autrement dit à son disciple, ou en tout cas au parti Sadi qui était membre du M5 RFP sous la bannière du MDP, ou en tout cas à d'autres partis, Arima Association ou beaucoup d'autres entités politiques. Je pense qu'aujourd'hui c'est illusoire de penser qu'il y a encore un M5 RFP qui existe. Vous avez vu qu'au moment où d'autres étaient au CICB, d'autres étaient à Maniambou, au siège de la CIMA, chacun essaie de tirer la couverture vers soi pour dire que nous sommes M5. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, c'est ma conviction personnelle, il n'existe plus de M5. Le M5 est parti en fumée depuis le moment où le CNSP a intervenu le 18 août 2020 pour essayer vraiment de séparer les M5 et l'ancien président et son ex-feu, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci, docteur. Je vous en prie.